Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un instant, vous êtes au XVe siècle, en Europe. Grosse migraine. Et là, le médecin vous dit, très sérieusement, tenez, un peu de poudre de momie. Ça paraît fou, non? Complètement fou aujourd'hui, oui. Et pourtant, c'est une pratique médicale qui a vraiment existé, elle a même prospéré pendant des siècles. C'est ça qui est incroyable. Notre discussion aujourd'hui, elle plonge vraiment dans cette histoire médicale assez singulière. La consommation de restes humains momifiés en Europe, Oui, principalement entre le 15e et le 19e siècle, voire un peu avant pour les débuts de la confusion. d'accord. Et pour essayer de comprendre ce truc de fou, on va s'appuyer sur des articles, notamment de Slate.fr, de Geo.fr, qui ont bien documenté ça. C'est ça. Complètement dingue est à l'origine de tout ça. C'est une histoire qui nous emmène loin, dans l'histoire de la médecine, les croyances, le commerce même. C'est assez déroutant. Bon, alors commençons par le début si vous voulez bien. C'était quoi exactement ce remède momie? Comment on l'utilisait concrètement? Alors, concrètement, pendant très longtemps en Europe, on a cru que des substances qui venaient de corps embaumés, Mhm, surtout des momies égyptiennes au départ, mais ça s'est élargi après, on pensait que ça avait des vertus thérapeutiques extraordinaires. d'accord. Ces substances, la plupart du temps, on les réduisait en poudre. Et on les avalait. On les avalait. Oui, parfois mélangés dans du vin ou d'autres liquides, ou alors on les appliquait sur la peau, en pommade, en onguent. Avaler ça? Pour soigner quoi au juste? J'imagine que c'était pas pour un simple rhume. Ah non, non, le spectre était très, très large. Les sources de l'époque, les historiens, ils parlent d'utilisation pour les maux de tête, chroniques, les vertiges, les bleus, les contusions, Ah oui, quand même. les douleurs au ventre, les problèmes cardiaques, même les soucis de coagulation du sang. Certains allaient jusqu'à dire que ça pouvait aider contre la goutte, la paralysie, et même, tenez-vous bien, certains types de tumeurs ou l'épilepsie, le mal caduc, comme on disait. Carrément. C'était la panacée, quoi. Un peu l'idée, oui. Une sorte de remède miracle. Une panacée à base de cadavres. Ce qui est difficile à imaginer aujourd'hui, c'est que c'était pas juste une croyance populaire isolée, un truc de guérisseur. C'était vraiment dans la médecine officielle. Tout à fait. Il faut vraiment pas voir ça comme un truc marginal ou superstitieux, réservé aux campagnes. La mumia, c'est comme ça qu'on l'appelait. Oui, Mumia. Oui, mumia, elle était dans les pharmacopées officielles, prescrite par des médecins réputés, préparée et vendue très très cher par les apothicaires des grandes villes. Ah, c'était cher en plus. Oui, un remède de luxe souvent, pour les riches. Et c'était considéré comme un traitement légitime et puissant pendant des siècles. C'est cette légitimité qui est folle. Comment une idée pareille, aussi étrange pour nous, a pu s'imposer si fort? Vous parliez d'une erreur de traduction. Oui, et c'est vraiment le cœur du problème, je pense. Tout part d'un mot, mumia. Mumia, d'accord. À l'origine, dans le monde persa, arabe, au Moyen-Âge, mumia ou mumia, ça désignait tout autre chose. C'était une sorte de bitume naturel, Hmm. une sorte d'asphalte, de poids minéral qui coulait de certaines montagnes, surtout en Perse. Du bitume, comme sur les routes, enfin, je veux dire, rien à voir avec un corps humain alors. Absolument rien à voir. Ce bitume naturel, on le connaissait et on l'utilisait depuis l'Antiquité, en médecine orientale. Les grands médecins arabes comme Avicenne, par exemple, lui reconnaissaient plein de propriétés, plein d'autres choses. C'était une substance rare, précieuse, et son efficacité pour certaines choses était sans doute réelle, ou en tout cas perçue comme réelle. D'accord. Donc on a d'un côté ce bitume persan, réputé efficace, et de l'autre, les momies égyptiennes. Comment on passe de l'un à l'autre? Juste à cause du nom qui se ressemble, mumia et momie? Ça paraît un peu léger, non? C'est là qu'un historien, Karl Dannenfeld, a vraiment éclairci les choses. Quand on a commencé à traduire les textes médicaux arabes en latin en Europe, ça a démarré vers le 11e-12e siècle. Ok. Les traducteurs sont tombés sur ce mot mumia. Et là, plusieurs choses en jouaient. D'abord, oui, la ressemblance phonétique avec momie, qui désignait déjà les corps égyptiens embaumés. D'accord. Ensuite, certaines descriptions du mumia dans les textes arabes étaient peut-être un peu ambiguës. Et puis, il y a peut-être aussi eu un aspect visuel. Visuel? Ouais. Ouais. Comme ça. Les momies égyptiennes, elles sont souvent recouvertes de résine noire, un peu bitumineuse, utilisée pour l'embaumement. Ça a pu renforcer l'idée que la substance qui soignait venait de ces corps. Ah oui, je vois. Une sorte de malentendu basé sur le son, le texte un peu flou et l'apparence,
qui mène à une conclusion complètement fausse. Exactement. Les traducteurs européens ont cru, à tort, que ce fameux mumia des Arabes, c'était une substance qu'on tirait des corps conservés dans les tombes égyptiennes. Et donc, Et donc, toutes les vertus qu'on attribuait au bitume naturel, eh bien, on les a transférées, par erreur, aux restes humains embaumés. On s'est mis à penser que plus la momie était vieille, authentique, plus le remède serait puissant. C'est fascinant. Une simple erreur de traduction qui change la médecine pendant des siècles. Mais est-ce que cette idée aurait pris aussi facilement si le contexte culturel en Europe n'était pas déjà un peu préparé à ça? Très bonne question. Et la réponse est sûrement non. L'acceptation de cette poudre de momie s'inscrit dans un contexte médical européen plus large. Certains historiens parlent même de cannibalisme médical. Cannibalisme médical, c'est un terme fort. Oui, ou d'endocannibalisme thérapeutique. L'idée d'utiliser des substances qui viennent du corps humain, mort ou vivant, pour soigner, c'était pas aussi choquant à l'époque que ça peut nous paraître aujourd'hui. Vous avez d'autres exemples de cette tendance? Oh oui, les sources historiques en sont pleines. Dans la Rome antique, et même plus tard, on croyait que boire le sang chaud des gladiateurs qui venaient d'être tués, ça pouvait guérir l'épilepsie. Ah oui, On utilisait de la graisse humaine. de la graisse humaine. Mais pour faire quoi avec ça? Dans des baumes, des engoins, souvent extraites des corps des suppliciés par exemple. La poudre de crâne humain aussi, c'était recommandé pour les maux de tête ou l'épilepsie, selon le principe du semblable guérit le semblable. Le crâne pour la tête. Logique d'une certaine façon. Oui, et même la mousse, l'usnéa, qui poussait sur les crânes exposés dehors, on la ramassait comme remède. Vu comme ça, effectivement, la poudre de momie, ça devient presque une variante exotique, prestigieuse de cette pharmacopée corporelle qui existait déjà. Précisément. Dans cette logique où le corps humain est vu comme une source potentielle de remèdes puissants, souvent liée à l'idée de transférer de la vitalité, eh bien l'arrivée de ce mumia égyptien, même basé sur une erreur, a été vue comme une découverte majeure. Oui, je comprends mieux. C'était un ingrédient qui venait de corps humains, ok, mais en plus de corps très anciens, conservés de façon presque miraculeuse. Ça ajoutait une aura de puissance, de mystère. Donc l'erreur trouve un terrain fertile et j'imagine que la demande pour ce produit miracle a dû exploser. Littéralement explosé, oui. La croyance dans les vertus de la mumia s'est répandue partout en Europe. Les apothicaires en avaient en stock, les médecins en prescrivaient, et les patients, surtout les riches, en demandaient pour tout et n'importe quoi. C'est devenu un ingrédient incontournable de la médecine savante pendant des siècles. Et les conséquences de cette demande énorme sur les tombes en Égypte? Désastreuse. Ça déclenchait une vraie chasse aux momies. Le pillage des tombes qui existait déjà pour les trésors, les objets. Oui, Il s'est intensifié et il a changé de but. L'objectif principal, c'est devenu de récupérer les corps. Des milliers, peut-être même des centaines de milliers de momies, humaines, mais aussi animales, animal aussi. Oui, ont été sortis de leur tombe pour être envoyés en Europe et finir broyés dans les mortiers des apothicaires. C'est un commerce, macabre, c'est le mot, et à très grande échelle. Mais l'Égypte ancienne, elle n'avait pas non plus un stock infini de vraies momies, si je mets. Non, bien sûr. Même s'il y en avait beaucoup, la demande européenne était tellement forte qu'elle a vite dépassé l'offre. Les vraies momies antiques égyptiennes sont devenues plus rares, plus difficiles à trouver, plus chères. Ce qui nous amène logiquement à une étape encore plus glauque, si c'est possible. La contrefaçon. Si la demande est là, et que l'offre manque, L'ingéniosité humaine, même la plus sordide, trouve toujours un moyen. Face à la pénurie de vraies momies et à la demande qui restait forte, un marché parallèle de fausses momies s'est développé. Surtout en Égypte, mais peut-être ailleurs aussi. Des gens peu scrupuleux ont commencé à fabriquer des substituts. fabriquer des momies. Mais comment? Les sources racontent comment ils faisaient, c'est difficile à imaginer ça. Les descriptions sont assez glaçantes, oui. Les fausseurs prenaient des cadavres frais. Des cadavres frais. Oui, ça pouvait être des criminels exécutés, des gens morts à l'hôpital sans famille pour les réclamer, des pauvres, parfois même des esclaves ou des prisonniers. Et ces corps, ils les préparaient pour leur donner l'air de momies anciennes. Mais comment on prépare un corps pour qu'il ressemble à une antiquité égyptienne? C'était pas les techniques compliquées des pharaons, j'imagine. Ah non, c'était beaucoup plus rapide et brutal.
Souvent, on vidait juste les corps des organes, on remplissait avec du bitume bas de gamme ou d'autres trucs pour conserver un peu. Mhm. Puis on les salait énormément, on les enduisait de différentes drogues ou résines pour cacher l'odeur de décomposition et donner une couleur sombre. Et après, on les séchait à la va-vite. À la va-vite? Parfois en plein soleil, mais les sources parlent aussi d'utilisation de fours. De four. Oui, pour accélérer le séchage et obtenir cet aspect sec, cassant, typique des vraies momies. Séché au four. Le côté presque industriel de cette horreur, ça donne froid dans le dos. Et ces produits, ils étaient vendus en Europe comme des vraies momies. Absolument, ces fausses momies étaient expédiées, vendues sur le marché européen par les mêmes réseaux commerciaux, souvent par des apothicaires qui savaient peut-être pas toujours ou qui préféraient pas savoir. Oui, on peut imaginer. Et les acheteurs, médecins ou particuliers, ils pensaient acheter le précieux remède Mumia venu d'Égypte ancienne, alors qu'en fait, ils consommaient les restes arrangés de morts récents, parfois morts de maladies contagieuses. C'est une chaîne d'erreurs, de malentendus, de dérives qui donne le vertige. Mais cette fascination pour les momies, même si son côté médical était faux, elle a disparu d'un coup. Non, pas du tout. Même quand le doute a commencé à s'installer chez les médecins, surtout à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Mhm. Quand des voix ont commencé à dire « Attendez, est-ce que ça marche vraiment ce truc ?» et à dénoncer les fausses apéras. Même à ce moment-là, la fascination pour l'Égypte ancienne et ses momies est restée. Elle s'est même amplifiée. C'est là qu'on entre dans ce qu'on appelle l'égyptomanie. Ah oui, l'égyptomanie. C'est l'époque des grandes découvertes archéologiques, mais aussi d'un intérêt plus populaire, les fameux déballages de momies. Exactement. Surtout en Angleterre à l'époque victorienne, mais aussi en France, ailleurs. Le déballage public de momies, c'est devenu un spectacle mondain, un peu pseudo-scientifique, très à la mode. Un spectacle? Oui, des chirurgiens, des collectionneurs, des notables organisaient des soirées. On ramenait une momie fraîchement importée et on la déroulait, bandelette après bandelette, devant un public choisi. Ça se passait dans des amphis d'hôpitaux, des sociétés savantes ou même dans des salons privés. Un divertissement assez morbide quand on y pense aujourd'hui. C'était quoi l'attrait? La science, le frisson, l'exotisme. Un peu tout ça, je crois. Il y avait une curiosité scientifique, c'est sûr, même si elle était souvent un peu superficielle. Comprendre comment il faisait pour embaumer. D'accord ? Il y avait le frisson du macabre, oui. Le contact direct avec ce passé lointain, mystérieux. Et puis, c'était aussi un événement social, un spectacle. Être invité à un déballage de momies, ça montrait qu'on était quelqu'un. Donc, même si on n'y croyait plus comme remède, l'objet momie restait super attirant. Tout à fait. L'attraction était toujours là, très forte. Et le trafic a continué alors, même si c'était plus pour la médecine. Oui, le commerce des momies et des antiquités égyptiennes a continué, malgré les efforts des autorités égyptiennes dès le 19e siècle pour essayer de contrôler ça, d'interdire l'exportation de leur patrimoine. Hmm. Mais la demande en Europe, pour les collections privées, les musées qui se créaient, et cette curiosité générale, ça a maintenu la pression. Et finalement, quand est-ce que cette croyance médicale dans la mumia s'est vraiment arrêtée? Qu'est-ce qui a mis fin? Alors, l'usage médical de la poudre de momie, ça a disparu progressivement au cours du 19e siècle. Il y a eu plusieurs raisons. Lesquelles? Les progrès de la chimie, d'abord, on pouvait analyser les substances, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de magique dedans. Logique? Les avancées de la médecine scientifique aussi, qui proposaient des remèdes plus rationnels, plus efficaces. Une meilleure connaissance de l'Égypte ancienne, de l'archéologie, qui a un peu démystifié les momies. Et puis sans doute aussi un changement général des mentalités, des sensibilités face à l'utilisation de restes humains. D'accord. L'erreur de traduction initiale avait fait son temps, mais elle a eu la vie dure. C'est une histoire absolument incroyable, vraiment. Si on essaye de résumer tout ça, on part d'une pratique médicale en Europe qui dure des siècles, manger de la momie, qui naît d'une erreur de traduction énorme d'un mot persan, mumia. On confond du bitume avec des corps. C'est ça, une pratique qui tombe sur un terrain fertile, parce que l'idée d'utiliser des substances humaines en médecine était déjà là, ce fameux cannibalisme médical. Mhm. Et cette croyance, même fausse, elle alimente un commerce international gigantesque qui mène au pillage des tombes en Égypte et à la création d'un marché horrible de fausses momies faites avec des cadavres frais.
Et tout ça se termine pas par une révélation soudaine, mais plutôt par un lent déclin, grâce à la science, au changement des mentalités, même si la fascination pour l'objet, la momie elle-même, a continué bien après. C'est une trajectoire dingue. Une trajectoire qui nous dit beaucoup sur la façon dont les idées, même les plus bizarres ou basées sur des erreurs, peuvent s'installer, se transmettre et influencer nos comportements pendant des générations. Surtout quand ça touche à des choses aussi fondamentales que la santé, la maladie. Et ça nous amène à une petite réflexion pour finir, au-delà de l'anecdote historique, même si elle est frappante. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur nous aujourd'hui? C'est la bonne question, oui. On pourrait se demander à quel point nous-mêmes, on est perméable à des informations mal comprises, déformées, surtout dans le domaine de la santé où l'espoir, la peur, ça peut un peu brouiller le jugement. Le pouvoir d'une bonne histoire, d'une explication simple, même si elle est fausse, ça peut être énorme. Peut-être que la question un peu provocatrice qu'on pourrait laisser à celles et ceux qui nous écoutent, c'est combien de poudre de momie métaphorique en consomme encore aujourd'hui? Métaphorique, oui. C'est-à-dire à quelles idées reçues, à quelles pratiques basées sur des erreurs, des traductions un peu rapides de la réalité, scientifique, sociale, historique, on s'accroche encore, individuellement, collectivement, sans même s'en rendre compte parfois. C'est une perspective qui invite à l'humilité, je trouve, et à la vigilance critique. Comment nos propres certitudes médicales, nos régimes à la mode, nos remèdes miracles high-tech, comment tout ça sera vu dans 2 ou 3 siècles. C'est vrai. L'histoire de la moumia, ça nous rappelle que la frontière entre le savoir qu'on croit établi et la croyance collective, elle peut être beaucoup plus floue, plus mouvante qu'on l'imagine. Une leçon d'histoire qui résonne drôlement avec notre époque saturée d'informations. Merci beaucoup pour cette exploration fascinante et un peu dérangeante à la fois. Le plaisir, si on peut dire, vu le sujet, était partagé. C'est un rappel assez puissant de la complexité de l'aventure humaine et de ses innés,